intégrale en France. Donc le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, une commission spécialisée du Conseil de l'Europe, ils ont dit non, non à ces interdictions générales. D'accord. Pourquoi? De toute façon, la loi est votée, là, aujourd'hui. On va essayer de poursuivre pour aborder la question des femmes et des vêtements, justement. Elia Minsoum. Alors oui, par rapport à la question du sujet, c'est-à-dire sur les musulmans d'Europe, moi je continue à penser de toute façon que on reste dans ce qui est capable de faire un État. C'est-à-dire qu'effectivement, la question d'introduire la charia dans le droit britannique interroge. Et c'est là où on revient à la question du droit. Et je pense que la majorité des musulmans sont déjà des réformistes dans leur quotidien. Et ces phénomènes que vous évoquez, les fondamentalistes, moi je pense que c'est un recours identitaire, un recours qu'on observe. C'est-à-dire qu'on utilise la religion, on en surjoue. Certains en sortent au bout d'un certain nombre d'années parce qu'ils sont balayés par la culture du loisir, de la consommation. Au bout d'un moment, on voit la barbe Oui, alors, non, mais on va peut-être complaire des interprétations, des raisons, de l'adoption d'une attitude rigoriste. On va voir là dans un deuxième reportage les conséquences pour une mère de famille. Ça se passe en Haute-Corse de ce nouvel accoutrement. Regardez. Pour les enfants, c'est pas foutu de le faire. Ambiance survoltée ce matin à Lupino. Les parents s'inquiètent d'une affaire qui pourrait entacher la bonne réputation de l'école Charles-André. Pourtant, les esprits s'échauffent. C'est son problème. Notre problème à nous, c'est pas ça. Alors on va enlever tous nos gosses. T'inquiète pas. Au cœur des discussions, cette jeune femme, Sylvie, 33 ans, mère de 4 enfants, convertie à l'islam et depuis peu très pratiquante. La directrice, elle aurait préféré que je m'habille d'une façon comme les autres femmes. Et moi, depuis la naissance de mon bébé, j'ai changé ma tenue. J'ai voulu pratiquer l'islam à fond. Est-ce que vous pensez aller justement vers un voile encore plus couvrant ? J'espère, si Dieu le veut, mais je sais qu'ici, c'est interdit. Ce matin, l'inspecteur d'académie a reçu cette maman, puis les autres mères. Si la loi française n'interdit pas à une femme de venir chercher son enfant à l'école tant que son visage est découvert, la question de la sécurité liée à un vêtement dont on ne sait ce qu'il pourrait cacher un jour a été invoquée pour définir de nouvelles règles. Nous allons retravailler sur le règlement de l'école, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte que les parents laissent leurs enfants à l'entrée de l'école et n'entrent plus dans l'école pour les accompagner jusqu'à la classe dans laquelle ils sont scolarisés. Présente également, l'association des parents corses a discuté avec la jeune mère et obtenu des concessions. Au début, là, c'est sa belle-sœur qui va venir prendre les enfants, puis elle-même viendra, puisqu'elle ne sera plus habillée tout en noir, mais elle aura 2 ou 3 couleurs, bien sûr pas du rouge, mais elle aura ses vêtements qui seront faits de 2 ou 3 couleurs. Les esprits devraient s'apaiser, mais la solution qui consiste à venir chercher les enfants sur le pas de la porte sera difficile à mettre en œuvre pour la direction. D'autres réunions devraient suivre. Christian Macarian, si les vêtements étaient en bleu, blanc, rouge, ça passerait mieux? Je n'en suis pas sûr du tout. Ça provoquerait un effet inverse, sans doute. Et puis d'autres auraient l'idée d'arborer leur drapeau. Il ne faut surtout pas faire ça. Non, ce que j'observe juste dans cette histoire, qui est très intéressante, c'est qu'on va modifier la règle générale qui est bonne pour tout le monde, au nom d'une infime minorité, en l'occurrence une personne, qui se réclament de droits fondamentaux. Ce sont mais là, il n'y a pas de contradiction avec la loi. Non, il n'y a pas de contradiction, mais ce sont des problèmes, il y a un esprit de... ce sont des problèmes auxquels les sociétés démocratiques sont confrontées aujourd'hui, des problèmes post-modernes qui sont extrêmement complexes à résoudre. Cette femme a son droit, et elle a des droits, incontestablement, mais l'école générale a aussi ses droits et ses devoirs. L'entente ne peut se faire que par un échange humain, c'est ce que je redisais. Je redis ce que je disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas une qualité de dialogue à l'intérieur d'une société, vous ne pouvez pas normer tout à travers des règlements, ça devient invivable. Oui. Il faut qu'à un moment, l'envie de vivre ensemble suppose une tenue qui convienne à plus ou moins à tout le monde. On peut être une femme musulmane sans aller jusqu'à cette extrémité. On peut se couvrir le visage sans aller à cette extrémité. Il y a beaucoup de pays musulmans, beaucoup, où les femmes sont tout à fait couvertes et de façon beaucoup plus sobre et même élégante, excusez-moi, que tout cela. Patrick Delouvain, cette question vestimentaire est également abordée dans le rapport d'Amnesty International, où vous dites quelle est la cause d'un certain nombre de discriminations qui ne sont pas évidemment avouées, mais lors d'entretiens d'embauche, le fait de porter évidemment un foulard ne permet pas d'obtenir le travail en question.
Oui, tout à fait. On reconnaît tout à fait que donc, au niveau donc, des services publics, il puisse y avoir un certain nombre de règles et qu'une laïcité donc, s'impose donc, pour les agents donc, d'un certain nombre de services de l'État. Ça se comprend tout à fait. Après, il s'agit de voir donc, la situation des usagers. Et là, c'est un autre problème. Et à notre avis, donc, les textes internationaux reconnaissent aux personnes le droit de se vêtir comme elles le veulent, comme elles l'entendent, même si ça nous choque. Ça peut nous choquer. Les textes internationaux, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que dans un certain nombre de situations, effectivement, donc un droit qui s'accompagne d'une restriction, mais le droit donc d'une personne de s'habiller comme elle l'entend peut choquer des personnes. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais le fait que ça choque un certain nombre de personnes, on peut tous être choqués par des choses différentes. Donc, le fait que ça choque un certain nombre de personnes ne doit pas entraîner une interdiction générale. Et c'est là qu'il y a un problème. Il peut y avoir aussi le problème donc, de la discrimination à l'embauche dans un certain nombre d'entreprises privées, où on va dire à une personne, vous vous habillez comme si, ça peut déplaire aux collègues, ça peut déplaire aux personnes qui vont rentrer dans... Donc ça, effectivement, c'est critiquable. Alors après... Et un piercing. Oui, non, alors là, une coiffe de Huron. Un jour, on ira peut-être jusque là. Pour l'instant, nous, on a fait... À ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas quand même des règlements intérieurs? Qu'est-ce que c'est contre les coiffes de Huron? Je vais juste finir parce que j'étais d'accord avec M. Vacarian sur un certain nombre de choses et pas sur la conclusion. Effectivement, une personne, les textes internationaux et du Conseil de l'Europe le reconnaissent, une personne doit avoir le droit de s'habiller comme elle l'entend. Encore une fois, même si ça choque. Après l'interdiction, bien sûr que la dissimulation du visage, il y a déjà des restrictions dans la législation française et d'autres pays. Et c'est admis au niveau international. Effectivement, pour récupérer son enfant, il faut qu'on puisse reconnaître la mère. Bien évidemment, il faut que la personne enlève son voile intégral si elle en a un. Et pour des questions de contrôle d'identité, il y a aussi des restrictions. Bien sûr qu'il faut qu'on puisse reconnaître les personnes. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Pour une seule personne, ou quelques dizaines, on va légiférer. Ça, c'est exagéré, ça nous semble exagéré, ça a semblé exagéré au Conseil de l'Europe. Une femme doit pouvoir s'habiller comme elle l'entend. Nous ne sommes pas pour, nous ne défendons pas le port du niqab. Que cela soit clair. Ce que nous défendons, c'est le droit d'une personne de s'exprimer, de s'habiller comme elle l'entend. Alors, Eliane Milsoum va répondre, je vous donne la parole. Je fais référence à une bande dessinée qui a eu un certain succès en France qui s'appelle Burqa. C'est peut-être quelquefois dans certains coins à l'enfant de reconnaître sa mère à la sortie de l'école, ce qui n'est pas évident d'emblée. Mais là, c'est une fois de plus, on parle de cas minoritaires entre 300 et 3000 femmes, sans nier une chose, c'est la dimension. Vous connaissez bien cette affaire pour savoir que ce n'est pas une question de nombre, mais de perception aussi et de la. Bien sûr. Et des réactions provoquées par. Tout à fait. C'est-à-dire que. C'est important quand même. Oui. Mais une fois de plus, par rapport à cette question des phénomènes marginaux, qui renvoie, je dirais, à une autre réalité, qui est celle d'une insertion, avec les problématiques, je pense, des musulmans de France, bien évidemment, avant de faire de l'exégèse, c'est quelle crèche pour ses enfants, quelle école, etc. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait ce type de revendication-là. Et il ne faut pas oublier, une fois de plus, alors là, je reviens à la fois à l'Europe et l'histoire récente, un massacre qui a eu lieu récemment et qui contredit un peu l'idée du choc des civilisations, de différents blocs dans le monde, qu'il y aurait un bloc musulman, de musulmans en Bosnie, parce que musulmans et bosniaques. Et je pense qu'il faut bien avoir en ligne de mire cette idée, et nous sommes dans une situation de crise. Maintenant, par rapport à, parce que vous évoquez l'affaire Mera, moi je pense que dans l'affaire Mera, il y a un acte islamophobe et antisémite. D'abord en ciblant je reprends les termes de l'ancien président de la République, des musulmans d'apparence, puisqu'il va tuer des militaires qui lui seraient semblables. Pas tous. Oui, mais il en a tué quand même. Et donc, derrière, il y a aussi cette idée que pourquoi ces gens finalement sont intégrés, pourquoi ils participent finalement à cette armée républicaine. Et je pense que derrière, il y a aussi une dimension psychiatrique. Et c'est là-dessus où sème un certain nombre de fondamentalistes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à capter une partie de cette jeunesse. Toutes ces explications très théoriques, Eliane Milsoum, ne favorisent pas justement un vivre ensemble. Non, mais moi ce que j'ai dit, c'est ma ligne, c'est qu'aujourd'hui il y a une majorité de gens qui acceptent les lois de leur pays, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de concitoyens qui exigent même plus. Enfin, je veux dire, nous on est nombreux à défendre l'idée qu'il faut une stricte application de la loi 1905 et cesser avec cette hypocrisie du financement du religieux. Après, les phénomènes, je pense, ces phénomènes de fondamentalistes, ils sont parfois même inquiétants.
temps, pour un certain nombre de parents, ça peut être la mère qui ne gère plus son enfant parce qu'il est récupéré par tel ou tel groupuscule. Oui. Et effectivement, il y a un combat à mener face à ces phénomènes. Mais une fois de plus, moi, je les situe au niveau psychiatrique et au niveau du recours à l'identité. Oui. On a les mêmes phénomènes chez les latinos de 3e génération au Mexique qui arborent leur drapeau, des phénomènes etc. en nombre qui sont limités. Vous les qualifiez pour certains de psychiatriques. En nombre. En nombre, vous avez dit que c'était limité, 300 cas pour ce qui est de la question du vol intégral. Vous parlez de cas psychiatriques. Comment se fait-il que ces cas limités, ces cas cliniques quasiment, provoquent autant d'émoi dans tout le continent européen et font que cette question est centrale dans le discours politique 1500, entre 300 et 2000, allez, on va faire très vite, niqab en France, pareil, ça choque, ça surprend, si vous voulez. Lorsque vous sortez dans la rue, c'est extrêmement violent ce que ça renvoie à la figure, même si elles sont entre 300 et 2000. Et derrière la politisation de cette question-là, bien évidemment qu'elle entraîne un débat public. Et moi, j'ai entendu dire encore récemment des collègues qui me disaient mais on a peur un peu de quelque chose. Mais je leur disais mais regardez, il y a tout un tas de musulmans autour de vous. Est-ce qu'ils sont dans des revendications particulières? Ils me disaient non, mais peut-être qu'ils ne sont pas représentatifs. Je disais mais non, une fois de plus, regardez aussi cette réalité massive. Parce qu'il y a une bataille à l'intérieur même de l'islam d'Europe qui est déracinée par rapport à ses sources originelles et géographiques. Il y a une bataille pour le modèle qui doit s'imposer. Et le modèle salafiste, par exemple, lutte fortement, c'est le plus revendicatif, pour avoir le dessus. Et pour absolument. Et pour écraser les évangélistes, y compris chez les juifs. C'est ça, et pour prendre la prédominance et l'hégémonie sur les autres manières de vivre sa foi de musulman, des manières plus détachées, plus modernisées, plus en accord avec une société laïque, post-chrétienne, etc. Il y a des tas de musulmans qui vivent ça très bien dans la discrétion, dans le recueillement. Monsieur Macarian, ça devrait être à ces gens-là. Ces gens-là devraient avoir comme optique, comme projet, d'imposer la modération, d'imposer quelque chose qui ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Je vous remercie en tout cas d'avoir fait preuve de modération pendant ce débat qui est complexe. Merci à Patrick Delouvain. On va rappeler le... Oui, vous voulez rajouter un dernier mot parce qu'on est déjà en retard. Je pense que c'est effectivement donc, sur cette situation de quelques centaines de personnes, s'il n'y avait pas eu une volonté de légiférer, de faire une résolution, ensuite un projet de loi, une proposition de loi, ça n'aurait sans doute pas eu cette importance. Merci Patrick Delouvain. On rappelle le rapport d'Amnesty International, choix et préjudice des discriminations contre les musulmans d'Europe. Merci Elia Soum avec La France que nous voulons, votre ouvrage. Merci à Christian Macarian, Le choc Jésus-Mahomet chez Lattès. Et merci à Alain Dubos. On va rappeler l'apéro saucisson pinard de Riposte Laïque. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre Toutes les France. Et vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de France O. Au revoir.